Red Louasti, bonsoir. Donc, je répète, vous êtes député fédéral, échevin de la commune de Koekelberg, chargé du logement, de la cohésion sociale, officier de l'état civil. Vous avez d'autres compétences. Vous êtes surtout aussi, ce qui nous intéresse surtout ici dans cette émission, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit des étrangers. Et donc, la raison de votre présence, c'est que hier, dans notre émission Bonsoir Bruxelles, on a reçu des coups de fil de femmes en détresse, qui nous ont appelés du centre fermé de Bruges et qui étaient scandalisés par les conditions de leur détention. Il y a même une femme qui nous a appelés, qui était mariée, donc elle est toujours mariée, on la soupçonne d'avoir contracté un mariage blanc, raison pour laquelle elle est toujours incarcérée depuis 5 mois sans procès dans ce centre fermé. C'est quand même scandaleux, Monsieur Louasti. C'est absolument scandaleux. Merci d'abord pour votre invitation, c'est un vrai plaisir puisque c'est une première pour moi d'abord, et c'est scandaleux, et c'est d'autant plus scandaleux finalement que les conditions ces dernières années se sont durcies, les conditions de détention. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, quand bien même elles sont étrangères, ici en Belgique, et j'ai cru comprendre qu'il y avait en plus des personnes là-dedans qui avaient un titre, une dame en tout cas, qui avait un titre de séjour en Espagne, et donc qui a un droit à circuler pendant 90 jours sur le territoire européen, et ça comprend la Belgique à ce jour encore. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir respecter les droits de chacun. Les droits de chacun, c'est quoi? C'est la première chose, et c'est la loi qui le dit, c'est qu'il faut privilégier le retour volontaire. Le retour volontaire, c'est laissé, c'est lorsqu'il y a un contrôle, par exemple un contrôle de police, un contrôle administratif, et que l'on se rend compte que la personne n'a pas les papiers ici en Belgique, et qu'elle n'a donc pas le droit de rester en Belgique. C'est de lui notifier un ordre de quitter le territoire, c'est légitime, et de lui laisser 30 jours pour quitter volontairement le territoire belge. Ce n'est pas le cas de cette dame. Et ce n'est pas le cas. Elle a 63 ans. Elle a été arrêtée dans un café. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, si vous le permettez bien. Donc, hier soir, dans cette même émission, en direct, elle nous a appelés du centre de Bruges. Alors, moi, j'étais d'abord étonné qu'au centre de détention de Bruges, centre fermé de Bruges, on nous suit, hein, on capte Maghreb TV, donc on nous a appelés en direct. Voilà, et juste après son appel téléphonique, qui a scandalisé beaucoup de téléspectateurs. Donc, aujourd'hui même, monsieur l'ambassadeur du Maroc, monsieur Mohamed Amer, m'a contacté pour m'affirmer qu'il a pris contact avec les autorités belges et que les autorités belges, en tout cas pour ce cas-ci de cette femme de 63 ans qui a un titre de séjour espagnol, donc ils l'ont assuré qu'ils vont la libérer prochainement et qu'elle peut rentrer en Espagne. Donc voilà, je tiens à remercier monsieur l'ambassadeur qui nous suit aussi sur Maghreb TV, mais quand même, donc, je vais vous dire, il est là le premier. Hein, 63 ans, détenu depuis 10 jours, alors qu'il a un titre de séjour espagnol. C'est absolument scandaleux, et j'ai envie de vous dire, il est là le premier problème. Parce que le problème, c'est que c'était les autorités belges qui auraient dû se mettre en contact avec les autorités espagnoles, puisqu'elle a un titre de séjour espagnole ou marocaine, puisqu'elle a la nationalité, pour voir comment faire en sorte qu'elle puisse rentrer en Espagne, ou si vraiment elle ne voulait pas la rapatrier en Espagne, rentrer au Maroc le plus rapidement possible. Le problème, c'est que si cette femme-là est là depuis 10 jours, et que c'est l'ambassadeur du Maroc qui a dû prendre contact avec les autorités belges, il y a un dysfonctionnement, finalement, dans le fonctionnement du centre de Bruges, et un dysfonctionnement dans le fonctionnement de l'office. Alors, si vous permettez, je parle ici à la régie, on ne va pas prendre de communication téléphonique tout de suite, parce qu'on va permettre à notre invité, qui est quand même un spécialiste de droit des étrangers, député fédéral, je rappelle, il va nous éclairer un peu de la situation, et je vais aussi évoquer avec lui cette situation désastreuse. Donc c'est quand même... Alors, je reçois beaucoup de témoignages qui sont scandalisés, choqués par l'attitude de la Belgique vis-à-vis des étrangers de manière générale, mais aussi vis-à-vis des Maghrébins et des citoyens marocains. Alors, d'après les témoignages que nous avons reçus dans cette émission, d'après les femmes qui sont détenues, d'autres femmes qui sont détenues dans ce centre fermé de Bruges, il y a des femmes qui sont mariées depuis 2 ans et qu'on les soupçonne d'avoir contracté un mariage blanc, et on est venu les chercher chez elles à la maison à 6 h du matin. Ce que l'on voit, en fait, depuis plusieurs années, et notamment depuis 2014, on voit un durcissement de la politique vis-à-vis des personnes étrangères en Belgique. On voit un durcissement dans le droit, on voit un durcissement dans la manière dont le droit est appliqué, on voit une absence de droit, on constate une absence de droit et une impossibilité d'accéder à son droit. Je prends un simple exemple. L'Office des étrangers est incontactable.
ou presque incontactable. Même pour les avocats, il devient difficile d'avoir un service au téléphone à l'Office des étrangers pour avoir une information fiable, déterminer l'état d'un dossier, et ça devient très très compliqué même de faire son métier pour les avocats. Je dois vous rappeler qu'il a fallu que l'ordre français des avocats de Bruxelles introduise une action en justice et gagne devant le tribunal de première instance pour qu'on ait une liste de numéros téléphoniques à contacter à l'Office des étrangers pour que les avocats puissent enfin avoir des services à contacter au sein de l'Office des étrangers. Ce sont l'Ordre des avocats qui a dû introduire un recours et le tribunal de première instance a dû condamner l'État belge pour pouvoir accéder à quelque chose simplement de fondamental pour que, lorsqu'on reçoit un client et être informé d'un dossier, un numéro de téléphone pour pouvoir contacter un service à l'Office des étrangers. Je ne sais pas si c'est une politique délibérée ou c'est un dysfonctionnement administratif de la part de l'Office des étrangers. Vous savez, je pense que nos fonctionnaires et nos agents essayent de faire fonctionner leurs administrations du mieux qu'ils peuvent. Je pense qu'il y a eu une politique délibérée, notamment sous le règne du secrétaire d'État Franken N-VA. Et donc il y a une politique délibérée de durcir finalement d'une part le droit et de durcir l'application du droit en Belgique vis-à-vis des étrangers de manière particulière. Alors, que peuvent faire ces femmes donc j'imagine, au-delà des procédures judiciaires, parce que la plupart ont des avocats, même la totalité ont des avocats, mais apparemment, leur dossier ne bouge pas. Donc il y a des femmes qui sont là depuis 5 mois. Alors, elles se défendent d'être mariées dans des conditions normales. Voilà. Comment l'Office des étrangers peut déterminer que telle personne a contracté un mariage blanc et l'autre pas ? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que d'abord, pour revenir sur les 5 mois, il faut savoir que 5 mois, c'est le maximum de la durée de détention. Donc au-delà de 5 mois, le droit impose que la personne soit libérée. Donc s'il y a une personne qui se plaint d'être depuis plus de 5 mois en centre fermé, elle a le droit de demander à être libérée parce qu'elle ne peut pas être détenue pendant plus de 5 mois dans un centre fermé. Pour le reste, malheureusement, la question au fait des mariages blancs, ça vient aussi du définancement global de l'État belge. C'est-à-dire que la question des mariages blancs, le contrôle des mariages célébrés à l'étranger, c'est souvent solliciter l'avis du parquet du procureur du roi. Or, le parquet du procureur du roi, déjà qu'il est débordé pour la gestion, j'ai envie de dire, des crimes de droit commun, sur ces matières-là, dit aux officiers de l'état civil, moi je suis complètement débordé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, pour des mariages qui ont été célébrés à l'étranger et qui doivent être reconnus en Belgique, quand on demande l'avis du parquet du procureur du roi, parfois l'avis peut durer 3, 4, 5 ans avant d'arriver. 5 ans ? Oui. 5 ans, je peux vous le garantir, pour être officier de l'état civil moi-même, il y a des choses qui sont parfois assez aberrantes. Et ça n'est pas de la mauvaise volonté dans le chef du parquet du procureur du roi, c'est simplement qu'il est définancé et qu'il n'a pas assez de personnel que pour traiter les dossiers. Est-ce qu'on fait quelque chose pour résorber ce retard, pour donner des moyens à ce parquet, aux officiers d'état civil ? Ou bien ça arrange tout le monde en fait, ça arrange une certaine frange de nos politiques ? Je dois penser que ça doit en arranger certains. On se plaint depuis très longtemps de la déglingue finalement budgétaire de l'État fédéral. Cette déglingue budgétaire de l'État fédéral, elle a des conséquences dans l'ensemble des services de l'État. Elle a des conséquences lorsqu'on se plaint que les trains sont en retard parce qu'on a définancé la SNCB, mais elle a des conséquences en matière de justice parce que des dossiers aussi fondamentaux que cela ne peuvent plus être traités en temps et en heure et dans un délai raisonnable que pour offrir une réponse qui attende légitimement finalement un accord du parquet du procureur du roi pour enfin être considéré comme marié et enfin avoir un titre de séjour en Belgique. Donc ça devient compliqué de contracter un mariage avec un ou une Belge ici, surtout à l'étranger. Donc il y a des couples qui peuvent attendre 5 ans avant d'être réunis sur le sol belge. Heureusement, ça n'est pas la norme. Heureusement, ça n'est pas la norme, mais le fait d'attendre. Mais il y a des retards conséquents. Mais il y a des retards conséquents, effectivement. Et honnêtement, c'est au moins, je dirais, entre 12 et 18 mois d'attente. 12 et 18 mois d'attente. Alors, moi, je peux aussi, c'est l'occasion pour moi de relayer auprès de vous, parce que vous êtes également un homme politique. Vous avez deux casquettes qui m'arrangent, moi, dans cette émission, l'homme politique et l'avocat spécialiste des droits des étrangers. Beaucoup de Marocains que je connais, en tout cas personnellement, qui se plaignent de cette politique belge vis-à-vis, surtout des citoyens d'origine
maghrébins et marocains. Parce qu'ici en Belgique, on n'arrête pas de répéter que le Maroc est un pays ami, que le Maroc est un pays favori avec lequel on veut développer des relations, qui a un statut privilégié, etc., etc. Mais quand ces propres citoyens marocains sont confrontés à des démarches administratives pour régulariser leur situation ou bien pour renouveler leur carte d'identité en tant que fonctionnaires, que diplomates, que hauts fonctionnaires ici, eh bien, ils sont traités d'une manière parfois inhumaine. Je vais vous donner l'exemple d'une commune gérée par un socialiste aussi à Anderlecht, où les files devant le bureau des étrangers commencent à 3 h du matin. Et à 8 h du matin, la liste des usagers est déjà clôturée. Est-ce que vous trouvez normal que, par exemple, dans des communes comme ça, il faut que les personnes viennent à 3 h du matin, dans la neige, dans la pluie, dans les tempêtes, faire la file pour accéder aux services? Je ne pense pas. Donc c'est un problème général, c'est la commune, l'office des étrangers, le ministère. Oui, mais je ne pense pas que ce soit normal. Maintenant, je mettrai un peu l'accent peut-être différemment. C'est-à-dire que malheureusement, faire la file devant une commune ne veut pas dire qu'il y a une pratique discriminatoire de la commune. Il peut simplement avoir le fait que la commune a un service des étrangers qui est débordé et qui, bien qu'il fasse son travail honnêtement, n'arrive pas à absorber finalement la masse de travail qui est la sienne. Il y a des communes où on sait, c'est le fait finalement de l'immigration, c'est le fait de la sociologie. Anderlecht, vous l'avez cité, Molenbeek, par exemple, connaît des populations immigrées, quelle que soit finalement l'origine de ces populations, plus importantes que d'autres communes, et doivent donc faire face à une gestion administrative plus conséquente. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y a de pratiques discriminatoires, ou en tout cas, je ne le connais pas à Anderlecht, que les conditions d'accueil... Mais qu'est-ce qu'on fait pour, je sais pas, pour trouver des solutions? On ne peut pas éternellement continuer à faire des files depuis 3 h du matin. C'est très compliqué. C'est-à-dire que, comme gestionnaire moi-même d'une petite commune ici à Kuckelberg... Vous n'avez pas ce problème pour à Kuckelberg? J'ai heureusement pas ce problème ici à Kuckelberg. Mais je sais qu'il y a aussi, parfois, plusieurs solutions. Il peut y avoir la solution de se dire, finalement, on ouvre et on essaye d'accueillir tout le monde. Il y a la solution de mettre en place des rendez-vous, mais ce qui veut dire aussi que si jamais on ne prend pas suffisamment tôt son rendez-vous, on peut être renvoyé très tardivement en fonction du nombre de personnes. Or, en matière de droit des étrangers, il y a des délais de rigueur que pour renouveler ces titres de séjour. Et que c'est donc parfois, si on a oublié de s'y prendre suffisamment tôt à l'avance, ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Il y a, en fonction de la situation qui se pose, une analyse constante à faire et une amélioration du service constante. On va prendre si vous avez on va prendre les appels des téléspectateurs. En attendant, une question, Monsieur Louasti. Donc je répète, vous êtes député fédéral et avocat spécialisé en droit des étrangers. Quand un couple est confronté à un soupçon de mariage blanc, parce que dans certains cas, après 2 ans de mariage, quand on vient séparer les couples, en les accusant d'avoir contracté un mariage blanc, qu'est-ce qu'il a le couple comme matière ou moyen de défense vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis du parquet? Parce que parfois, c'est la parole du parquet qui compte. Tout à fait. Donc et parfois, le parquet, il peut se tromper aussi, M. Louasti, non? Le parquet peut se tromper. Le parquet se trompe aussi souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les tribunaux bruxellois, notamment, réforment souvent des décisions qui sont prises par les communes, puisque c'est les communes qui, au final, prennent la décision de refuser de marier des personnes ou de refuser de reconnaître, finalement, le mariage célébré à l'étranger. C'est bien de me corriger. Donc, c'est la commune qui prend la décision. Au premier échelon, qui prend la décision, qui déclare... Oui, sur la base d'un avis du parquet. Voilà, donc sur la base d'un avis du parquet. Alors, mais qui a le dernier mot? La commune. La commune. Mais généralement, la commune, elle suit l'avis du parquet ou c'est au cas par cas? Généralement, la commune suit l'avis du parquet. Pas toujours, mais elle le fait. Pourquoi? Parce que le parquet a des capacités d'investigation qui sont beaucoup plus importantes que celles d'un officier de l'état civil. Donc il peut demander à la police finalement d'aller enquêter au domicile des personnes pour vérifier si les effets de madame et de monsieur sont bien présents dans leur domicile. Il peut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, enfin presque n'importe quelle heure, il peut demander à convoquer les parties pour les interroger, leur faire remplir des questionnaires et voir si les déclarations sont concordantes. Enfin, il a des moyens d'investigation. Moi, ce que je conseille aux couples systématiquement, c'est qu'il faut participer
à la preuve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste laisser les choses et être passif, c'est qu'il faut aussi constituer son propre dossier. C'est ce que je demande à tout le monde, c'est de dire des choses qui paraissent aussi anodines que le print screen des conversations WhatsApp que l'on fait depuis longtemps, de la messagerie Facebook que l'on a depuis longtemps, des mails que l'on s'est échangés, des courriers que l'on s'est échangés, des SMS que l'on s'est échangés, les photos que l'on a faites à plusieurs saisons de l'année, avec une date à l'arrière, ou avec plusieurs coupes de cheveux, parce qu'on sait que les cheveux poussent plus lentement et que l'on voit à ce moment-là très rapidement que la photo a été prise sur plusieurs moments. Ça peut être toute une série de détails qui amènent finalement les autorités publiques, que ce soit la commune ou que ce soit le parquet, à dire oui mais non, mais ces personnes finalement, elles ont vécu ensemble. Ces personnes, elles se sont écrites. Ces personnes, elles se sont vues. Ces personnes, elles ont voyagé ensemble. Ces personnes ont participé aux fêtes, par exemple des anniversaires, Nouvel An, ou l'Eid, ou Ramadan. Il y a des choses comme ça où on sait aussi, par exemple, dans la communauté maghrébine, que Ramadan, l'Eid est quelque chose d'important, où en général on est en famille et ainsi de suite, où les gens prennent des photos. Et ça, souvent. Le parquet y est sensible. Il connaît même un peu les us et coutumes des uns et des autres, des différentes communautés. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a même des décisions du tribunal de première instance, puisque dans un premier temps, mais ça je vous parle d'un temps assez lointain, il y avait même une incompréhension sur le fait que les époux ne cohabitent pas. Or, il y a eu des plaidoiries devant le tribunal disant qu'il était de tradition dans toute une série de communautés, en raison des convictions religieuses de chacun, que le couple ne cohabite pas avant le mariage. Et le tribunal de première instance a effectivement validé cela en disant que ce n'est pas parce que le couple ne cohabite pas ou ne précohabite pas que c'est un mariage blanc. Et donc le parquet, lui, évolue. Le parquet vit avec son temps, vit avec sa société, évolue, est sensible à ces choses-là, mais il faut participer. Parfois, des personnalités de haut niveau, des personnalités académiques, des chercheurs, des universitaires, qui ont obtenu un visa Schengen et qui arrivent à l'aéroport de Charleroi ou de Zaventem. Peut-être qu'ils font leur première entrée via la Belgique alors qu'ils ont obtenu leur visa d'un autre pays européen et ils se font arrêter et incarcérer dans des centres fermés. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est absolument hallucinant. C'est pour un pays comme la Belgique. Non, ça c'est absolument hallucinant parce qu'en plus de ça, on sait que des chercheurs, des académiques, des hauts profils, des directeurs de sociétés qui voyagent... Mais comment expliquez-vous ça? Qui est derrière? Mais je vous l'ai dit, il y a eu une politique volontaire qui a été menée par l'ancien secrétaire d'État Theo Franken de la NVA avec la complicité des acteurs qui étaient au gouvernement et notamment du côté francophone, le mouvement réformateur. Il y a une complicité là-dedans. Donc si aujourd'hui la Belgique est considérée comme un mauvais élève alors que la Belgique était une terre d'accueil, c'est parce qu'il y a eu une politique volontaire de fermeture, de durcissement des règles et de durcissement de l'application des règles existantes. Mais ce que vous me citez là, notamment les chercheurs, les académiques, on le dénonce quand c'est dans d'autres pays. Moi, je me souviens encore de récemment, je pense, un Belge qui s'était fait arrêter à la frontière au Texas alors qu'il allait donner des conférences dans les universités. La Belgique a crié au scandale parce qu'il était retenu à la frontière au Texas et qu'on ne le laissait pas rentrer, alors que c'est un académique qui va donner une conférence à l'université. Alors qu'ici, malheureusement, on applique des règles qui parfois sont encore plus... Est-ce que vous pensez que les choses vont s'améliorer en Belgique, en matière de droits des étrangers ou pas? Je l'espère très très sincèrement, parce que je pense qu'on a toujours été considéré comme une terre d'accueil et on doit redevenir une terre d'accueil. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de problème. Elle n'est plus ce qu'elle était, en tout cas, la Belgique. Je pense que les Belges sont toujours accueillants. Mais ça, c'est vrai. Je pense que les Belges sont toujours accueillants, il faut les remercier. Mais que malheureusement, la manière dont on a demandé à une administration d'appliquer les règles ne va plus du tout et ne respecte plus la volonté de beaucoup de Belges. C'est Khalid Louasti, c'est votre dernier mot. Je rappelle, Khalid Louasti, député fédéral échevin de Koekelberg et avocat au barreau de Bruxelles. Merci beaucoup, c'est Khalid. أنا إخواني أخواتي نتمنى نكونوا فدناكم شوية. الموضوع معقد شائك وكبير ونتمنى كل شيء ربي يسهل عليه ويمكن تكون عندنا فرص أخرى نستضيفوا السي خالد الوسطي يجي حتى هو معنا dans d'autres émissions إلا بغيت السي خالد. Ce sera avec un grand plaisir. العربية ديالك مزيانة. العربية ديالي مشوية مشقفة. لا خيرك. المهم دير شوية تريني دابا باش المرة الجاية من ترجع يكون العربية ديالك أحسن. شكرا إخواني أخواتي، مع السلامة، بارك الله فيكم.